Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Bertrand de Talouette. Bonjour Bertrand. Salut Tim. Je suis vraiment très heureux que tu sois venu parmi nous sur notre plateau Mindset depuis le temps qu'on se connaît. Je vais commencer par la première question, toute simple. Est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Bertrand, figure-toi, et je fais un métier passionnant qui me présente pas mal déjà. Ouais. Qui est que je suis investisseur. On y reviendra sur ce mot qui m'est cher. Et sinon, je suis père de famille. Oui. J'ai 4 enfants. J'ai une femme qui est historienne d'art. Ok. Je suis musicien à mes heures perdues. Et que te dire d'autre ? Musicien de quel de piano classique. Ok. Et j'ai des passions la nuit quand je dors pas. Je me passionne pour la cosmologie. Ok. J'aime bien faire semblant de me rappeler que j'ai fait des maths, donc je regarde des histoires de scientifiques et de maths, voilà. Très bien, très bien. Alors moi qui te connais quand même un petit peu, donc ton nom de famille c'est Bertrand de Talouette, Ouais. donc c'est un peu bretonnant tout ça. Ouais. Donc tu as des origines bretonnes. Ouais. Quel endroit ? Au milieu de nulle part. Mais encore, Voilà. moi qui suis breton, ça m'intéresse. Voilà, donc au sud de Couët-Quidan, les militaires, au nord de la Gacilly, Yves Rocher, entre Rennes et Redon, au milieu des terres, dans un château familial historique, au milieu de l'agriculture bretonne qui bouge, et donc qui me touche parce que c'est un des sujets qui me passionne. D'accord, voilà. Ok. Tu n'as pas parlé de tes études, de ton parcours. Alors, tu as quand même fait, si je ne me trompe pas, l'ENA, Polytechnique, tu es inspecteur des finances, donc tu as un parcours académique absolument extraordinaire. Donc, bravo pour ça. Maintenant, est-ce que ce parcours exceptionnel académique a été déterminant pour toi ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, pour des bonnes et mauvaises raisons. Dans les mauvaises raisons, il y a le fait qu'il y a un système en France un peu trop élitiste, un peu trop grandes écoles, un peu trop... voilà, et dont je suis le fruit. Pourquoi j'ai fait tout ça ? Pour des bonnes et des mauvaises raisons aussi. T'as fait une prépa, J'ai fait tout ça un peu par conditionnement familial, par bonne éducation. Et puis aussi peut-être pour ne pas choisir, aussi peut-être pour m'extraire. Extraire, c'est un joli mot, mais c'est aussi une volonté de sortir, de me protéger un peu quelque part. En passant des concours, je me dis, je m'évite une confrontation avec moi-même, avec les autres. Enfin, c'est difficile avec le recul ou plutôt avec le recul, on s'analyse un peu mieux. D'accord. Mais sur le moment, je ne le vivais pas comme ça. Je le vivais comme une sorte d'esprit de concours, quoi. D'accord. Si on prend un peu tes premiers jobs et les jobs les plus significatifs, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Parce que tu as été quand même patron de la Redoute, tu es passé par Fnac aussi. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement en quelques mots tes jobs significatifs jusqu'à ton job actuel ? Ma carrière professionnelle, c'est 4 familles. Ok. Je me suis fait cette réflexion récemment. C'est drôle, ouais. J'étais un homme de famille. On pourra revenir sur ce thème famille. Alors, ma première famille, c'est une drôle de famille, c'est la famille de l'État. Voilà. Donc, j'étais au service du public. J'ai été 4 ans à l'inspection des finances, qui est un métier qui aide la puissance publique, les collectivités, l'État à s'améliorer, à se regarder, à s'auditer. Après, je suis passé dans une toute autre famille. Et pourquoi tu es sorti de l'État ? J'avais une vraie conviction d'aider le public, qui est d'ailleurs une conviction qui m'anime aujourd'hui, d'aider la chose publique, l'intérêt général. Et puis j'ai eu une couleur, je pense, trop négative de l'administration en l'auditant. Ça m'a donné le sentiment de quelque chose d'une machine qui ne pouvait pas se réformer. Et donc j'ai eu envie d'aller là où la responsabilité individuelle était plus matérielle. Donc peut-être par manque de courage, j'en sais rien. Et donc, je vais dans l'extrême, qui est le plus privé qui soit, le commerce, où il y a très peu d'inspecteurs des finances. Qui vont dans le commerce après. Et puis, je pense que je suis allé dans le commerce dans l'idée de m'éprouver sur ma relation aux autres.
Commercer, c'est un très joli mot. Je vais beaucoup t'embêter dans cette émission sur ma passion des mots. Eh ben non, j'adore ça. Donc et commercer, c'est un très joli mot, à la différence de consommer, dont on pourra parler. Et commercer, ça veut dire être en relation. Ok. Quelqu'un de bon commerce. Ok. Très intéressant. Et donc, les commerçants m'attiraient. Et comme je suis plutôt un introverti qui se soigne, de me forcer à aller vers les autres, au-devant des autres, dans la relation. D'accord. Et donc, je suis allé chez Pinault, la famille Pinault. Ok, deuxième famille. Deuxième famille, un père et un fils. Et là, j'ai gravité dans cette famille où, pour la faire très courte, j'ai été dans 3 des grandes enseignes, on disait ça dans le commerce autrefois, le Printemps, la Fnac et la Redoute. Ok. Et mon expérience la plus forte, ça a été de diriger très jeune le Printemps Haussmann. Oh, excellent. Voilà. Okay. Donc, comment est-ce qu'un fils d'officier de marine, avec tous ses diplômes et serviteur de l'État, se retrouve à la tête d'un navire amiral avec 2500 vendeurs et vendeuses à vendre de la fringue et de la parfumerie et avec un mélange de 19e et de 21e siècle. Voilà. Ça, génial. J'ai vécu 4 ans dans ce navire amiral. Une aventure initiatique. Ok. Initiatique. La plus forte émotionnellement dans ma carrière, comme tout souvent les premières expériences. C'est quoi le mindset pour toi? Le mindset, c'est une configuration de son esprit, de son cerveau. Ok. C'est une volonté. D'accord. On a plein d'ingrédients. D'accord. Pour avancer dans la vie. Et le mindset, c'est ce qui va les mettre en marche de façon plus ou moins efficace. D'accord. Les ingrédients, c'est ton psychisme, c'est ton idéal, c'est ta nourriture au sens physique du terme, hein, comment tu nourris ton corps, comment tu t'alimentes, c'est ton énergie. Ouais. Et le mindset, c'est le moteur qui est derrière, ou si tu veux pas prendre une analogie de bagnole, c'est le jeu de voile que tu mets sur ton bateau. Le jeu de voile que tu vas mettre sur ton bateau pour avancer. C'est ça. Et le réglage. Et c'est ça. C'est ça le mindset. Hyper intéressant. Et pourquoi je préfère cette analogie du jeu de voile, c'est qu'il me semble, mais c'est toi l'expert du mindset, Tim, hein, il me semble qu'un mindset doit avoir une certaine flexibilité. Oui. Donc il faut jouer avec ces voiles selon la situation de chaque matin, chaque journée et chaque environnement, tout en étant fidèle à sa trajectoire. D'accord. Alors, ça va ensemble. C'est quoi le mindset de Bertrand? Mon mindset, c'est une sorte de philosophie de vie pas très drôle. Hein. D'accord. J'ai l'air de me marrer, mais je ne suis pas un mec très drôle. C'est un peu mon éducation judéo-chrétienne. Ça fait partie de mon psychisme, donc je l'assume. Ok. Qui est une sorte de volonté, de viatique, pour employer un mot. Mais encore, pour nous expliquer... Eh bien, d'aller chercher au plus profond de soi-même ce qui est utile. Ok. Une sorte de morale. D'accord. C'est pas des mots très drôles, hein. Voilà. Non, mais c'est des mots puissants. Ouais. Et il y a des gens qui sont drôles et il y a des gens qui sont utiles. Et il y a des gens qui sont utiles. Donc, est-ce qu'il vaut mieux être drôle et inutile? Il faut rire. Hein. Il faut rire et il ne faut pas se prendre au sérieux. Ça, c'est la contrepartie de ce que je raconte. Donc, être utile avec un fort sens de la morale. Ouais. C'est ça serait ça ton mindset. Ouais. Ok. Ça part de convictions qui sont... Il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, qui sont ni bien ni pas bien. Hein. Ça part de mon anxiété aussi. Ouais. Ça part de mon anxiété. Si on se connaît, ça part de... On fait le bien pour plein de bonnes et mauvaises raisons. Ouais, bien sûr, Voilà. Ça part de mon anxiété, ça part du fait que chaque matin, je me lève avec un fond, un mini-fond dépressif. Je pense que je suis presque étonné qu'on puisse ne pas être un peu dépressif dans le monde contemporain. Est-ce que l'anxiété, justement, donc dans le mindset de Bertrand, n'est pas justement un combustible extrêmement fécond qui va te permettre de dépasser, d'exceller pour arriver à être utile? Si. C'est exactement ça. Je pense que le mindset se nourrit d'un certain nombre de combustibles et que ces combustibles sont propres à chacun. Oui.
Donc, il faut se connaître, plus facile à dire qu'à faire. Hein. Ouais. Et puis, il faut se nourrir. Moi, par exemple, tu sais, dans le management, souvent, on dit on va faire un entretien perso, team, et puis on va parler de tes forces et tes faiblesses. Ouais. Je déteste cette expression. Ouais. Je déteste cette expression. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de force ni de faiblesse. On a des aspérités. Voilà. Tout à fait. Et moi, j'aime ma femme pour ses fragilités. Voilà. Et je t'aime pour tes fragilités. Voilà. C'est ce qui nous rend humains. C'est ce qui nous touche, c'est ce qui nous émeut. La façon dont chacun se bat avec un psychisme. Je comprends très bien. Est-ce que, hyper intéressant sur le stress, donc ton combustible, un de tes moteurs de ton mindset qui va te faire avancer, c'est ton stress. Est-ce que tu as d'autres combustibles, mis à part le stress, qui est un très bon combustible finalement ? Oui, je suis un idéaliste qui se soigne, parce qu'il faut se soigner de toutes ces aspérités. Oui. Il faut les arrondir, parce que chaque aspérité peut être très dangereuse. D'accord. Donc je suis un lyrique, je rêve. Je voudrais contribuer à faire des grandes et belles choses, et en grandissant, je m'aperçois que les grandes et les belles choses, c'est les petites choses du quotidien. Mais je suis porté par la volonté de transformer, par la volonté de grandir, par une forme d'esthétique. Okay. Une forme d'esthétique, voilà. Ok. Merci beaucoup, c'est très précis, très clair, et le combustible du mindset, avec à la fois l'idéalisme d'un pied et l'anxiété de l'autre, c'est extrêmement intéressant pour comprendre en fait ta façon de fonctionner. Alors je continue sur la suite des questions, et puis je suis impatient de retourner au printemps que tu nous racontes aussi après. Quelle est ta définition de la culture de l'entreprise pour toi ? Pour faire la transition, je dirais que c'est le mindset collectif. Ok. C'est le système de valeurs, de croyances, de réunion des différences de chacun dans un collectif pour un projet commun. Et donc c'est une alchimie. D'accord. Ok. C'est une alchimie qui vient d'une histoire. Une entreprise, comme le vivant, elle naît de manière un peu aléatoire, elle se développe ici, elle se réunit de personnes, et en même temps, quand les personnes sont remplacées, eh bien, il reste quelque chose qui est ce fil. Oui. Et la culture d'entreprise, c'est ce fil qu'on tire, et si ce fil est une sorte de fil à plomb, pour reprendre une expression qui me plaît, eh bien, c'est une belle culture d'entreprise. D'accord, ok. Donc, en fait, il va rester quelque chose, même quand les gens vont partir. C'est ce qui reste. Survivre, en fait, au départ des gens. C'est ce qui reste. Et qui, en même temps, est la trace vivante de ce que chacun a apporté au moment de son parcours dans l'entreprise. Ok, c'est très clair, merci beaucoup. Alors je reviens toujours au printemps parce que je t'ai coupé tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'a fait venir au printemps ? Est-ce que donc là l'idée c'est de comprendre les différentes cultures d'entreprise que tu as vues dans ta carrière et qui t'ont plu, mais est-ce que c'est le mindset du père et du fils Pinault qui t'ont fait venir chez eux ? Est-ce que c'est la culture de l'entreprise ? Qu'est-ce qui t'a fait arriver chez eux, et quelle était ensuite la culture de leur entreprise, pour commencer par cette étape professionnelle ? Les deux choses qui m'ont fait venir, c'est en effet ce mystère de François Pinault. D'accord. Son fils était jeune encore à l'époque, donc il y avait le mystère d'un entrepreneur breton. Oui, je comprends mieux, ok. Tu l'as très bien connu et beaucoup côtoyé ? Pas tant que ça. Pas tant que ça. J'ai plus pratiqué le fils, mais je le voyais de temps en temps, ouais. Ok. Et ça suffisait que je le vois peu pour que le mystère reste fécond. D'accord, ok. Et puis, je te l'ai dit, ce goût d'aller dans le métier le plus relationnel qui soit. D'accord. Avec peut-être une esthétique qui était celle du produit de mode. Et puis, j'y pense en t'écoutant. Le printemps, c'était le printemps de ma vie. Voilà. Il y avait cette fraîcheur du printemps qui m'a attiré. J'ai un peu commencé par faire de la strat pour le groupe avant d'avoir cette chance qu'on me propose de diriger le printemps Haussmann. Tu avais quel âge à l'époque ? Très jeune, je ne sais pas, 25 ans. Tu te rends compte ? Il y a un film qui... Incroyable. Il y a un film qui raconte mon histoire, c'est prétentieux de le dire. C'est Lucchini qui joue dans un film où il est le patron de la Samaritaine. Oui. Voilà. Et il est un jeune dirigeant de la Samaritaine. D'accord. Voilà. Je suis dans ce film. Voilà. Excellent, voilà. Excellent. À un moment, il fait chanter toutes les vendeuses de la Samaritaine pour trouver une forme d'harmonie. Oui.
C'est la culture d'entreprise. Très bon, très bon, très bon. Et quel était du coup le mindset de François Pinault? Tu avais eu le temps de le sentir et la culture d'entreprise du printemps? Les deux sont différents. Bien sûr. Les deux se sont rencontrés. François Pinault est un homme mystérieux. Mais qui fait exprès d'être mystérieux? Non. Non, sinon ça serait... ça serait pas mystérieux. Ça serait de la comédie, ouais. Sinon. Non, non, il est très sincère dans sa recherche de lui-même. C'est un homme passionné d'art contemporain. C'est un homme c'est un taiseux. D'accord. C'est un breton. D'accord. C'est un rugueux. Ok. C'est un audacieux. Le mot est trop fort, mais il l'a mis dans une de ses formules. C'est un barbare. Ok. Penser en stratège, agir en barbare, c'est ça. Penser en stratège, agir en barbare. Ouais, ok. C'est un peu sa formule. Ok. Et donc la culture du groupe, comment est-ce que qu'est-ce qui t'a plu dans cette culture et comment tu l'expliquerais en quelques mots avant de passer aux autres étapes professionnelles de ta vie? Eh bien, moi j'étais au printemps à la Fnac, à la Redoute, donc en effet, parlons plutôt de ce groupe et de ce Pinault ouais. plutôt que de chacune. C'est la volonté d'aventure. À l'époque, l'aventure s'incarnait beaucoup dans les métiers du commerce. Okay. Après, Pinault est allé vers le luxe, ouais. ce qui n'est pas du tout ma tasse de thé. Donc, j'étais content de quitter cette aventure avec plus grand respect, pas de jugement de valeur. Ouais. Mais je ne suis pas du tout un homme de luxe. Mais Pinault, avant le commerce, c'était le bois. Donc c'est quelqu'un qui va d'aventure en aventure. Okay. C'est pas un zapper, hein, il y reste une dizaine d'années dans chaque aventure ou plus. D'accord. Et donc j'ai participé à l'aventure. Et donc c'était la conjonction de rejoindre cette famille et cet homme mystérieux avec ce cycle qui était ces métiers du commerce où j'avais besoin de m'éprouver. J'étais passionné par la Fnac parce que c'était l'accès à la culture. Ok. Et et là, quelque part, j'ai fabriqué une autre... j'ai été cultiver une autre semence de mon métier actuel qui est d'aller vers l'accès aux biens essentiels, plus que la mode. Après, je suis revenu dans la mode avec la Redoute, qui était aussi un système. Voilà. Et je disais un homme de famille de l'État, famille Pinault. Dans le Nord, à la Redoute, j'ai rencontré une autre famille que tu connais bien, qui est la famille Mullier. Et avant de parler des Mullier, je me permets, en quelques mots, comment s'incarne la culture ou la culture du groupe Pinault? C'est quoi pour toi? Comment tu l'expliquerais? Et qu'est-ce que tu as aimé et peut-être un peu moins aimé? Une culture de la responsabilité. Ok. Les cultures sont souvent portées par leurs dirigeants. Oui, par le mindset du dirigeant, tout à fait. C'est ça. Et donc, je pense que inconsciemment ou implicitement, Pinault renvoyait l'idée de « prouve-moi ». Je te donne peu de directives. Alors, il l'a fait vis-à-vis de ses dirigeants, Serge Wimbert, pendant longtemps, et eux-mêmes, et Serge Wimbert a incarné cela vis-à-vis de ses propres dirigeants. C'est raconte-moi ton histoire. Prouve-moi, débrouille-toi, tu as carte blanche. Et beaucoup de moyens ou pas beaucoup de moyens? Oui, c'est c'est de la bonne gestion, donc c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Ok. Mais il y a ce cahier des charges implicite qui est, entrepreneur breton, je suis dans une forme d'audace. Oui. Renvoie-moi ce miroir. Donc il fallait, pour survivre dans ce groupe, avoir suffisamment d'audace, d'ambition et d'énergie pour répondre aux désirata du chef. C'est ça. Ni chef, ni désirata, tu vois. Voilà. Et une notion un peu iconoclaste. Je pense que c'est ce que le mot barbare est trop fort, mais comme c'est lui qui l'a employé. C'est très intéressant. C'est l'idée de se déplacer un peu, de décaler un peu des conventions. D'accord. Il n'est pas conventionnel. Ok. Il n'est pas conventionnel. Ok. Passionnant. Merci pour cette culture de ce groupe magnifique qui est Pinault. Et donc ensuite, tu vas rencontrer une autre famille dans le Nord, donc les Mullier. Alors, comment tu les as rencontrés? Dans le Nord. Oui, je ne suis pas sûr d'ailleurs que les Pinault en avaient conscience, mais quand on est patron d'une boîte du Nord comme la Redoute, qui est une institution dans le Nord, on est inévitablement, dès le premier jour, confronté aux Mullier et aux grandes familles du Nord. Oui, bien sûr. Qui sont partout. Oui, bien sûr. Et donc, j'étais dans les clubs APM, qui est un club qui marche beaucoup en province, mais à Paris aussi, les clubs de dirigeants.
Et donc, on m'a proposé de rejoindre le club APM dans lequel il y avait toutes les stars des muliers. D'accord. Et donc, je suis tombé avec le patron de Leroy Merlin, d'Auchan, etc. Et Michel Leclerc, le fondateur de Decathlon, dans mon club APM, si tu veux. Donc, j'étais pour moi des ovnis. Ouais. J'ai découvert une modestie incroyable de ces grands fondateurs, une écoute, une simplicité qu'on ne trouve pas beaucoup à Paris. Une culture très très différente de la famille Pinault, très terrien, très collectif, très peu intellectuel. Alors Pinault n'a pas fait non plus de grandes études, mais il y avait un côté plus intellectuel et plus artistique chez Pinault. C'est pas des grands, c'est pas des férus d'art, hein, les muliers. C'est des férus de business. C'est des flamands. D'accord. Ah oui. Ok, intéressant. C'est des flamands. C'est des concrets. Ils font, ils réalisent. Et puisque tu parlais de culture, ce qui m'a passionné chez les muliers, où j'ai travaillé pendant 15 ans, c'est qu'il y a un humanisme derrière. D'accord. Peut-être plus profond, plus authentique, enfin je ne veux pas comparer que les précédents que j'avais vécus, qui vient, j'en ai fait l'exégèse, eux aussi l'avaient faite, mais je l'ai beaucoup fait pour Créadev que j'ai développé, qui vient, je pense, du catholicisme social, ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, début du XXe siècle. Comment concilier capitalisme et humanisme. Ok. Hyper intéressant. Donc tu les rencontres à ce club APM et de fil en aiguille, ils te proposent un premier job qui n'est pas Créadev au départ. Non, moi je suis toujours chez Pinault, je dirige la Redoute. Ok. Ils cherchent d'ailleurs un moment, ça me revient à l'esprit en t'écoutant, à me débaucher pour diriger les Trois Suisses. Parce que eux sont actionnaires des Trois Suisses. Oui, et je leur dis, mais enfin pour une famille qui a de l'éthique, c'est quand même bizarre. Vous imaginez bien que j'ai une clause de non-concurrence, puis que je ne vais pas m'abuser. Bon, accessoirement, les Trois Suisses, c'était catastrophique, et la Redoute commençait à rentrer dans ces difficultés. Donc, je sais bien que je suis masochiste, mais j'allais pas amplifier les difficultés. Mais donc, je suis resté à la Redoute 5 ans, et là, en effet, j'ai eu un tournant dans ma vie. Ça a été le tournant de ma vie. Tournant personnel? Tournant professionnel. Professionnel, j'avais 43-44 ans, souvent le moment des midlife crisis. Et donc là, 5 ans de Redoute, sur lequel on reviendra si tu veux. Usant, fatigant, passionnant, éprouvant, nourrissant, et fatigue. Fatigue, Et là, je suis débauché par des chasseurs pour diriger But. D'accord. Grande enseigne de commerce qui vend des canapés en Sky. Beaucoup de respect pour But. Je découvre ce que c'est que les management package, le LBO. Je ne connaissais rien à ce monde-là. D'accord. Donc on me fait des ponts d'or pour diriger But avec des banques d'affaires qui viennent me chercher, des investisseurs qui viennent me chercher. D'accord. Plutôt des investisseurs. Et là, je me revois sortant d'un restaurant UP parisien où j'étais sur le point de signer. Et là, j'appelle ma femme. Et je me dis, je le sens pas. Je ne savais pas cette histoire de But. Je le sens pas. D'accord. Je le sens pas refaire des promotions sur des canapés en Sky alors que j'ai lutté pendant 5 ans pour essayer d'extraire la Redoute de ces promotions parce que qui dit démarque, qui est un mot très moche. La démarque tue la marque. C'est vrai ça. Et donc, on était constamment dans ce combat à la Redoute, dans ces injonctions pour essayer de protéger la marque contre sa démarque permanente. Je comprends. Et But est une entreprise de démarque. Et puis le commerce, j'avais choisi le commerce pour m'éprouver, mais je ne sais pas si j'étais un homme de commerce fondamentalement. Je comprends. Il fallait que je retrouve mon moi un peu. Donc tu appelles ta femme et là... J'appelle ma femme et là elle me dit n'y va pas et je dis qu'est-ce que je fais parce que j'étais dans ma tête, j'étais parti de la Redoute. Je comprends. J'étais encore à la Redoute mais... Et là bizarrement, puisque je te dis que le commerce n'était pas forcément, j'appelle Thierry Mullier. Qui faisait Thierry c'était le patron de la famille Mullier. De l'association familiale Mullier. Le gérant. Voilà, le patron du conseil de gérance. Avec son adjoint principal, Antoine Maillot, que tu connais peut-être, qui était l'homme de l'affectio societatis entre les Mulliers. Et c'est celui qui avait cherché à me débaucher pour les Trois Suisses 3 ans avant. Ou 2 ans avant.
Et là, je les appelle parce qu'ils m'avaient touché. Et puis, je les rencontrais tout le temps dans le Nord, je les connais. Oui, oui, je comprends. Et je lui dis, voilà, vous savez que je dirige la maison d'en face, la Redoute, on se connaît bien. Je suis en train de bouger et je me pose des questions. Et là, Thierry Mullier ou Antoine Maillot me dit, viens demain dans notre bureau. Viens demain dans notre bureau. Ils savent saisir l'opportunité. Hein. Viens demain dans notre bureau. Ok. Là, je me dis, quelqu'un qui me dit, viens demain dans notre bureau, il faut le remercier, quoi. Ouais. Faut lui faire confiance. Et puis j'avais confiance dans ce système familial. Okay. Ils n'avaient même pas d'idée préconçue. On a parlé de mon métier. Donc la déclinaison de mon métier, c'était Leroy Merlin, Auchan, Décathlon et tout ça. Okay. Et puis ça m'excitait moyennement. Et puis je ne suis pas sûr que ça aurait excité Leroy Merlin. Et puis tout d'un coup, Thierry Mullier, dans la conversation, me dit, mais on a un petit truc qui s'appelle Créadev. On veut retrouver l'esprit entrepreneurial de nos fondateurs. Parce qu'avec nos grandes entreprises, on a perdu un peu notre fibre entrepreneuriale. Okay. Et il s'agit de s'associer à d'autres entrepreneurs. Et on voudrait mettre un peu plus de carburant dans ce projet. Et je dis, mais c'est bizarre parce que moi, je n'ai jamais fait d'investissement, Thierry. Et Créadev, c'est plutôt pour sortir du commerce, faire d'autres métiers que le commerce. Et j'ai fait que du commerce comme toi. Et donc, il a trouvé une pirouette. Il a dit, justement, nous, on veut pas, on veut apprendre le métier en marchant pour bien l'incarner. Okay. On ne veut pas acheter une équipe d'investissement qui va nous mettre en confrontation culturelle. Ouais, je comprends. On veut rester dans notre culture. Et toi, tu es un gars bien de chez nous, Bertrand, et il pensait que j'allais à la messe comme lui tous les dimanches et que j'étais un catho du Nord. Ouais. Bon, je ne suis pas du Nord, je suis breton et je suis moyennement catho. Ouais. Mais ce n'est pas grave, il me croyait bien dans la culture. Et en fait, oui, j'étais bien dans cette culture. Et donc, viens nous aider à développer ce projet Créadev. Qui n'existait pas. Qui était embryonnaire. Ok. Et donc, tu as dit banco? J'ai dit banco en 2 jours. En 2 jours. Ouais. Donc c'est une histoire d'homme, comme d'habitude. Et j'ai changé de vie. Alors, et donc qu'est-ce que tu as découvert donc, dans cette culture justement de Créadev et de la famille Mullier? Comment est-ce que tu définirais la culture de l'écosystème Mullier et de l'AFM? Créadev, d'abord, c'était l'idée de passer du métier de dirigeant à un métier d'investisseur. Oui, ce qui n'est pas pareil. Voilà. Donc ça, c'est là où j'ai changé de vie. L'investisseur, c'est celui qui met en lumière l'entrepreneur. Oui. Et je me suis passionné pour les entrepreneurs. Oui. Et c'est la même réponse à ta question. Qu'est-ce que j'ai découvert chez les Mullier? Qu'est-ce qui m'attirait? C'est l'esprit d'entreprendre. D'accord. Donc ce mot-là, je reviens toujours à ma passion des mots. Ouais. Le mot entreprendre, qui est un mot bien usé ou un peu galvaudé, c'est un très joli mot. Bien sûr. Étymologiquement, je ne sais pas bien, mais pour moi, ça veut dire sortir de soi. Ok. Entreprendre. C'est sortir de son confort. Hmm. Et au même titre qu'à 20 ans, je ressentais le besoin d'aller vers les autres, de sortir de mon introversion. À 40 ans, je ressentais le besoin d'entreprendre le projet Créadev et d'aller vers les entrepreneurs, alors que je venais d'un groupe d'entreprises plus matures, les Pinault, et j'avais besoin d'aller vers cette souffle créatif. Dans Créadev, il y a création. Oui. Et donc de retrouver des entreprises beaucoup plus petites, qui étaient le projet Créadev. D'accord. Et tu y as passé 15 ans. 15 ans. Donc 15 ans de rencontres d'entrepreneurs, 15 ans d'études, de dossiers. Alors raconte en quelques mots, donc Créadev, c'est un family office. Pour expliquer à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent ce que c'est qu'un family office par rapport à un fonds d'investissement classique. Quelques mots sur Créadev peut-être? Oui, c'est pas exactement... Le family office, c'est ce qui s'occupe des intérêts d'une famille. Ouais. Et souvent dans un family office, c'est pour ça que tu emploies cette expression, il y a une dimension investissement. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent de la famille? Donc moi, j'étais sur cette partie-là de la famille Mullier. Qu'est-ce qu'on fait des dividendes de Décathlon et de Leroy Merlin? D'accord. Donc, et d'Auchan à l'époque, il y en a un peu moins maintenant. Bon, donc ces dividendes, ils sont réinvestis dans des métiers du commerce, mais l'idée des Mullier, c'était de les réinvestir dans d'autres métiers que le commerce pour aller chercher ceux qui faisaient leur ADN, qui était plus profond que le commerce. Les Mullier existaient avant le commerce. C'est une famille du Nord avec des valeurs, avec un humanisme, avec un esprit industriel et avec un sens de la terre. Donc j'ai été reconvertir tout ça pour écrire un projet Créadev qui était un métier à la fois qui se nourrissait de leur ADN. Donc moi, à mon côté intello, j'ai essayé d'aller
écrire ou formuler ce qui était dans leur gène. Et dans leur gène, je me permets de te couper 2 secondes, la terre, l'humilité, entreprendre, l'humanisme. Tu as tout dit, c'est les 4 choses. Ok, et comment est-ce que ça s'incarnait au quotidien dans l'écosystème AFM ou dans vos investissements? Tu as des exemples concrets qui vont incarner ces valeurs? Alors, dans l'écosystème AFM, chaque entreprise le vit. Leroy Merlin, on pourrait en parler des heures, mais la question là, c'est pas celle-là, c'est celle de Créadev. Donc, Créadev, il s'agit de s'associer à des entrepreneurs, donc d'ouvrir l'écosystème Mullier à sortir un peu de sa consanguinité et d'aller chercher d'autres fighting spirit, d'autres entrepreneurs pour en faire un système ouvert, et leur apporter quand même ce bouillonnement et cet humanisme des Mulliers, donc une nourriture réciproque entre des entrepreneurs et cet écosystème ouvert des Mulliers, pour accompagner dans leur chemin de vie ces entrepreneurs et les aider à s'épanouir dans cet écosystème Mullier. Voilà, c'était ça le projet. Puis est venue dans un second temps l'idée que ces entrepreneurs, on allait les orienter vers, plutôt les choisir, vers ceux qui apportaient une utilité. D'accord. Ça, c'était un second temps, ce qu'on appelle aujourd'hui l'impact. Voilà. Non, 1, la passion des entrepreneurs. 2, l'utilité du produit de ces entrepreneurs. Et avec ça, on a construit ce Créadev. Et cette culture d'entreprise, elle s'est forgée. C'était une toute petite entreprise. Comme, je dirais, autour du mot Créadev, que je n'ai pas inventé, que est un mot un peu néologisme, mais qui dit bien ce qu'il veut dire, 2 jambes, la création et le développement. Ok, très bien. Et au sein de ces belles années au sein de Créadev, est-ce qu'il y a des entreprises dans lesquelles tu as investi, enfin vous avez investi, qui t'ont particulièrement marqué en termes justement de mindset de dirigeants ou de culture d'entreprise? Parce que combien de dossiers, combien de boîtes vous avez racheté à peu près, ou vous êtes rentré dans combien d'entreprises? Tu fais bien de te corriger. Oui. Parce que notre métier n'est pas d'acquérir ni d'acheter. Notre métier est d'investir. Exactement. Je fais ma parenthèse. Investir, pourquoi c'est un joli mot? Parce qu'étymologiquement, ça veut dire mettre un vêtement. Ah, investir. Investire. Ok. Voilà, donc nous mettons des vêtements à nos entrepreneurs. Génial. Alors qu'acquérir, c'est la possession. Oui, tout à fait. Ça ne construit rien d'acquérir. Et donc, participation minoritaire à chaque fois? Majoritaire ou minoritaire. Ok. Mais dans tous les cas, auprès d'entrepreneurs. Le mot entrepreneur, ça peut être un fondateur ou c'est quelqu'un qui est actionnaire de son entreprise et actionnaire de son projet par opposition à un simple manager. Oui, je comprends. Donc ça nous positionnait vers ce qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon de notre métier le growth. C'est-à-dire des entreprises, ce n'est pas des startups, ce n'est pas non plus des grandes entreprises matures, c'est des entreprises qui sont en plein épanouissement, en plein développement. On dit parfois en plein scale, j'aime pas ce mot, le mot scale. Oui, en plein développement. En plein développement. D'accord. Et donc c'est ça le positionnement sur lequel on s'est mis, Créadev. Donc le développement, c'est un joli mot, le déploiement. Et donc on s'est passionné pour ces aventures-là. Et donc pour répondre à ta question, celle qui m'a touché le plus émotionnellement d'aventure, un peu l'équivalent de mon printemps, du printemps de mes années, elle s'appelle Voltalia. C'est une entreprise d'énergie renouvelable. D'accord. Elle me touche parce que prétentieusement, c'est moi qui ai eu cette idée de dire les Mulliers sont légitimes pour être des grands énergéticiens. Métier d'infrastructure, ça va avec le long terme. Et les énergies renouvelables, il y a 20 ans, 18 ans, c'était encore pionnier. Oui, tout à fait. Ouais. Et il fallait sauver la planète. On se sentait bien que les énergies renouvelables étaient une des composantes. Donc il y a 18 ans, tu étais déjà sur ce genre de thèse d'investissement. Et il y a 18 ans, je voyais cette émancipation, de cette émergence des énergies renouvelables. Les Mulliers n'y connaissaient rien. Ils voulaient s'ouvrir à d'autres métiers. Et je trouvais que ça faisait du sens avec leur humanisme, avec leur dimension long terme et avec leur côté terrien, d'aller investir l'énergie renouvelable. Je comprends. Et dans le mot énergie est un très beau mot. Voilà. Bien sûr. À tous ces sens du terme, de mettre de l'énergie dans la famille. Et je suis très fier aujourd'hui parce que Voltalia est un des champions de la famille Mullier, à côté de Decathlon, à côté de Leroy Merlin. C'est un grand énergéticien. D'accord. Et les Mulliers sont des énergéticiens, définitivement. Je ne savais même pas, tu vois. Voilà.
Et donc, le mindset du dirigeant de l'époque ou la culture de la boîte, en quelques mots, c'est ça qui t'a fait investir dans cette boîte aussi, oui. Puisque tu aurais pu choisir d'autres entreprises qui faisaient la même chose ou... Oui, alors ça n'a pas été sans difficulté. D'accord. Parce que c'était un métier de pionnier. Oui. Je me suis associé à un pionnier que je respecte, qui n'avait pas les plus grands talents de gestionnaire, oui. mais qui avait cette vision. Et, tu parles du patron de Voltalia ? Du fondateur de Voltalia. Ok. Et 15 jours après avoir investi, oui. je me suis aperçu que je n'avais pas bien fait mes due diligence, comme on dit dans notre métier. Parce que je ne connaissais pas ce métier d'investisseur. D'accord. Et là, je suis retourné voir les Mulliers en disant la boîte n'est pas aussi rose que ce que je croyais. Je croyais. Et donc, je me suis dit, bon, bah voilà, l'aventure Créadev va se terminer là. J'avais quand même mis 10 ou 15 millions, ce qui était énorme pour Créadev. Oui, à l'époque, c'était il y a combien de temps ? C'était il y a 16 ans. D'accord. Et ça les a fait marrer. Et là, Thierry Mullier m'a dit, et mon président de l'époque, Jérôme Mullier, m'ont dit, retrousse-toi les manches. Donc, je me suis retroussé les manches. J'ai respecté le fondateur. Je l'ai convaincu de recruter un directeur général. Il est resté président du board. Après, je me suis mis président du board et je l'ai laissé administrateur. Ouais. J'étais chairman pour prendre mes responsabilités. On a eu 2 années de galère où il a fallu nettoyer plein de trucs. Ouais. Et puis, ça s'est envolé. Notamment sur un pays qui doit être cher. Toi qui aimes bien les pays émergents, toi tu aimes l'Inde. On aurait pu choisir l'Inde. On a choisi l'équivalent de l'Inde qui est le Brésil. Ok. Où il y a les plus forts vents du monde. Ce qu'on appelle les alizés. Oui. Dans le nord-est du Brésil. Quand tu vas sur les plages du nord-est du Brésil, tu tiens pas droit. Ah oui, à ce point-là. Tu es penché par le vent. Voilà. Et donc on y a mis les éoliennes les plus puissantes du monde, qui ne ravagent pas les paysages parce qu'elles sont derrière les plages. Et on a fait des champs d'éoliennes. Voilà. Ok. Génial. Hyper intéressant. Et donc, troisième famille. Troisième famille. Et là, on arrive aujourd'hui à une 4e famille. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ta nouvelle aventure et pourquoi aussi tu as choisi cette nouvelle aventure et quelle est la culture d'entreprise, la culture familiale de cette nouvelle aventure ? Commençons par dire que je reste très fidèle aux Mulliers. Je reste très fidèle à cet entrepreneur breton qui est François Pinault. Et je reste fidèle à l'État, à la chose publique. Je suis très admiratif des gouvernants. Le politique bashing, c'est pas mon truc. Je pense que d'être président de la République, c'est le métier le plus dur du monde. Je pense aussi. Ou Premier ministre. Ouais. Voilà. Et tant que c'est pas les extrêmes, je les soutiens. Ouais. Voilà. Je les soutiens surtout 2 ans après leur élection, où toute la France, par définition, bâche son président de la République. Je ferme la parenthèse. Ouais. Et donc ton nouveau projet. Et donc, fidèle à Créadev et bien dans mes baskets, je suis néanmoins sollicité. Au bout de 15 ans chez Créadev. Au bout de 15 ans chez Créadev, donc il n'y a pas de honte à ça. Et j'accepte le jeu de faire une visio avec une famille incroyable. Beaucoup moins nombreuse. Les Mulliers sont 1000, eux ils sont 4. L'État, ils sont des millions. Ouais. Les Pinault, ils sont 2. Ouais. Voilà. Donc j'alterne le nombre dans les familles. Et donc c'est un père et 3 filles. Ok. Ils ont fait qu'une entreprise dans leur vie, incroyable, des ovnis. Qui s'appelle Aromazone. Ils l'ont créé de rien. Ils l'ont toujours autofinancé. Ils ont décidé, ça doit être un choix sensible, il y a 3 ans, d'en vendre la majorité à Euraseo, qui est un grand fonds d'investissement, pour un montant très élevé. Mais pendant 20 ans, ils en ont fait une marque incroyable, qui est une marque de produits de soins, de santé, par les huiles essentielles et par les extraits de la nature. Et quand tu vas dans un magasin, au début essentiellement e-commerce pendant 20 ans, et puis ils ont développé le canal magasin. Si tu vas dans le magasin Aromazone, près de l'Odéon à Paris, il y a autant de monde que dans la Fnac dans les années 90. C'est un mystère, là aussi. C'est un mystère qui est éminemment contemporain, qui est celui de la santé préventive. D'accord.
Hein, chez les Chinois, on dit que le médecin, on le paye quand il prévient bien, et quand on est malade, c'est qu'il a mal fait son job. D'accord. Voilà. Donc le marché de la santé préventive avec les huiles essentielles, oui, c'est bien ça? C'est comme ça que je l'ai défini. Je ne sais pas si eux diraient plutôt le soin, je pense. D'accord. Prendre soin de soi. Ouais. C'est une marque responsable avec des producteurs des pays émergents, du commerce équitable, de l'accès. Donc ils ont cassé les prix de ces produits-là. Oui. Ils ont démocratisé ces produits, ces concentrés d'huile. Et ils ont rendu le consommateur, qui est un mot très moche, donc on va dire un autre mot plus... leur client, qui n'est pas un très joli mot non plus, il faut que j'en trouve un, acteur du produit Aromazone, puisqu'ils ont promu le do-it-yourself, comment je fais mon produit, je prends le temps de faire mon produit pour me soigner. D'accord, un peu comme un kit. Oui, la notion du temps. La notion du temps. Donc une marque incroyable. Prémonitoire. Les filles Vaucelin font des études d'ingénieurs. C'est tous des ingénieurs. Il y en a une qui fait un mémoire sur les huiles essentielles. Avec leur père, elles lancent l'affaire. Ok. Et elles se mettent chacun aux commandes, le père et les 3 filles, d'une partie de l'entreprise. Incroyable. Et elles ont cette intuition. 0 promotion, 0 publicité, 0 démarque. Le bouche à oreille. Du commerce équitable. Elle décide d'aller... maman se pose la question, est-ce qu'on se prend que de la production française? Non, on accepte les pays émergents, mais commerce équitable. Ok. Et on fait un produit de sens. Incroyable, incroyable. Et donc, la question qui va avec, et ça peut être, elle peut être double, quelle est la culture d'entreprise d'Aromazone, ou quelle est la culture du nouveau véhicule que tu es en train de créer pour eux? Et la question est double, parce qu'on a décidé ensemble de faire un projet qu'on a appelé Orae. Orae en latin, comme tu as fait beaucoup de latin, Tim. Bien sûr, j'en ai fait à l'époque, c'est vrai, mais j'ai beaucoup oublié. Tu sais que ça veut dire le souffle, l'esprit. Ok. Donc on met du souffle dans les voiles de nos entrepreneurs. D'accord. Et donc ce projet-là va avoir sa propre culture. Ok, différente de la culture d'Aromazone. Mais il va bien sûr se nourrir, les transmissions, énormément de la culture de cette famille et aussi, je l'espère, de ce que nous, l'équipe qu'elle a recrutée et que j'incarne, nous apportons sur la table pour faire un projet ouvert aux entrepreneurs qu'on va investir et qui va avoir sa propre culture. Donc on a défini son nom qui n'a rien à voir avec Aromazone, Orae. Oui. On a défini notre signature qui est engagée pour le vivant. Ok. Et donc tu vois bien la nourriture qui vient d'Aromazone. Oui. Le vivant est un combat, j'aime pas le terme combat, est une cause majeure du monde contemporain. Le vivant, c'est ce qui évolue, c'est ce qui se reproduit, c'est ce qui est en interaction. Oui. Et donc le vivant, c'est un thème suffisamment large pour dire c'est la reconnexion à la nature. Oui. Et c'est notre conversation, là, tous les deux. Ce qui est vivant, c'est notre conversation. D'accord, d'accord. Et donc, l'idée, c'est donc d'investir dans des entreprises, comme tu l'as fait. Du vivant. D'accord, du vivant, en actionnaire minoritaire ou minoritaire, sur des entreprises à impact. À impact. Et aujourd'hui, donc, tu commences tout juste l'aventure? Tout juste, depuis septembre. D'accord. Moi, j'ai dit aux Vaucelin, ils s'appellent les Vaucelin. Okay. Ce qui m'intéresse, c'est l'impact, qui n'est pas un très joli mot, mais c'est le mot qui est devenu standard pour dire entreprise dont le produit est manifestement utile. D'accord. Pour répondre aux grandes urgences qu'on connaît, toi et moi, sociales et environnementales, qu'on connaît tous. D'accord. Et donc, je dis, moi, je ne suis pas un homme d'investissement en soi, c'est un moyen pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est l'impact. Ils ont dit, ça tombe bien, on veut investir l'essentiel des revenus qu'on a tirés de cette cession de notre majorité d'Aromazone sur des entrepreneurs qui sont utiles au monde. Donc c'est cet réemploi, qui va bien le thème d'économie circulaire, réemploi de ces dividendes vers des produits et des projets utiles. Et c'est ça le projet Orae. Et donc nous cherchons et nous investissons des entrepreneurs, des entreprises déjà rentables, en forte croissance, européennes, qui ont une utilité manifeste, sociale ou environnementale. D'accord. Des entreprises de quelle taille à peu près pour avoir une fourchette?
une valeur d'à peu près 100 millions d'euros, des entreprises qui font 50 à 100 millions de revenus, donc des entreprises qui sont déjà bien structurées. Déjà bien installées, d'accord. Et aujourd'hui, tu as déjà... Des PME innovantes. D'accord, des PME innovantes, à l'échelle européenne. À l'échelle européenne. Et aujourd'hui, tu as déjà commencé à screener, à voir des entreprises et tu as déjà fait des premiers deals, comme on dit dans le jargon, ou on est encore, si tu as commencé en septembre, peut-être pas. Alors, effectivement, il y a toute une infrastructure à mettre en place dans ce métier. Bien sûr. Donc, j'ai fait ce métier de chasseur. En effet, j'ai screené, comme tu dis, oui. toute l'Europe. Oui. Mais on a fait un premier deal, oui, dans une entreprise fantastique qui s'appelle La Fourche. OK. La Fourche, c'est une entreprise qui va de la fourche à la fourchette. Génial. Et qui fait de l'e-commerce de produits bio. OK. Entièrement e-commerce, du bio 15% moins cher que la concurrence. OK. Rentable. De la vraie bio. Hein, tu sais que les puristes de bio, ils disent la bio et pas le bio. Ah non, je ne savais même pas, tu vois. Si, comme quoi, je ne suis pas un puriste. On dit la bio. OK. Et comment ils réussissent? Par une astuce assez puissante, qui est qu'il faut adhérer. Bizarrement, il faut payer pour être consommateur de La Fourche. Ok, donc c'est assez disruptif comme modèle. C'est assez disruptif, c'est un modèle un peu de souscription, on dirait. Ok. Donc tu payes un abonnement de 54 € par an. Ok. Et la contrepartie de ça, c'est quand tu as payé ton abonnement, tu es en droit d'attendre quelque chose de ton entreprise. Correct, ouais. Tu es un militant. Oui. Tu fais partie d'une communauté. Donc il y a 100 000 adhérents. Incroyable. À La Fourche. Incroyable. Et ils veulent en avoir 1 million demain. Donc c'est une entreprise prosélytique qui veut convertir 1 million de Français. D'accord. Et demain d'Allemands, parce qu'ils ont démarré en Allemagne, à la pratique de la bio. Et là où la bio a souffert pendant 2 ans à cause de l'inflation, comme tu sais, pendant 2 ans, la bio a perdu à peu près, était à peu près à moins 10% sur le marché. Eux, ils font plus 40 ou 50% de croissance chaque année. Incroyable, incroyable. Très, très belle loi. Donc c'est La Fourche. Hein. La Fourche. La Fourche. Et donc je compte sur toi pour être client de La Fourche dès ce soir. Et pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas. Alors la question pour La Fourche et pour les autres boîtes dans lesquelles vous allez investir, comment tu regardes, est-ce que le mindset du fondateur ou des dirigeants et la culture d'entreprise est quelque chose que tu regardes beaucoup au-delà de ta due deal classique financière? Est-ce que ça va avoir un impact important pour toi dans la décision d'un go ou no-go sur un dossier? Majeur. Je ne dis pas ça pour te faire plaisir parce que ton émission et ton entreprise, c'est mindset. Majeur. Ok. Majeur parce que ce qui est au cœur des valeurs de la famille Vosselin et de mes propres convictions, c'est pas seulement l'utilité du produit de l'entreprise. C'est le fait qu'il y a une cohérence, et plus qu'une cohérence, je n'ai pas trouvé le mot, une holisticité. Ouais, je comprends. Une volonté holistique de penser l'entreprise de manière cohérente et écosystémique, tout ça c'est des gros mots, d'un bout à l'autre. D'accord. Et donc là, au cœur de ça, il y a la culture d'entreprise et le mindset des dirigeants. C'est-à-dire, il y a des entreprises qui peuvent se mentir à elles-mêmes en voulant maximiser un point d'impact, mais en le faisant au détriment du fait qu'il faut que tout soit aligné. Oui. Et j'ai trouvé chez La Fourche, rien n'est parfait, heureusement, 3 fondateurs qui veulent faire avancer toute la chaîne alimentaire de façon harmonieuse. Y compris parallèle fort avec Aromazone. C'est pour ça que cette première entreprise... Oui, toute la chaîne, en fait, l'alignement et faire du bien partout et pas avoir un impact juste à un endroit au détriment de casser tout le reste. Et pour ça, il faut être aligné avec soi-même. Il faut avoir une culture d'entreprise forte et ne pas y déroger. Quoi. C'est ça. Okay. C'est le problème dans toute entreprise qui grandit, des injonctions contradictoires. Mais tout à fait, tu m'avais dit à l'époque, ça m'avait marqué, c'était il y a 5-6 ans, en disant le mindset d'un entrepreneur qui a monté sa boîte peut être très bon dans le jargon en early stage au début, et quelques années après, on va peut-être avoir besoin d'un profil qui soit plutôt un gestionnaire. Donc le mindset d'un dirigeant peut être plus adapté à un stade de développement d'une entreprise qu'une autre. Oui. Mindset du dirigeant, mindset de l'entreprise. Tu fais cet aller-retour à juste titre. Oui, culture, ouais. Et culture de l'entreprise. Voilà. Alors, mindset du dirigeant, c'est un très bon point que tu soulèves, si on reste 5 secondes là-dessus. Ouais.
Ma petite expérience, et je schématise, c'est qu'il y a 3 étapes, on pourrait en mettre 7, on pourrait en mettre 13, dans la vie d'une entreprise. La fondation, où là, souvent, le mindset, c'est souvent des personnes qui sont très obsessionnelles. À la limite du cyclotimique, voire du maniaco-dépressif. D'accord. Et pourquoi ? Souvent assez narcissique. Parce qu'il faut une énergie de dingue pour passer d'une idée à un produit. Et il faut donc pas dormir de la nuit, il faut brûler toute son énergie, il faut emporter son équipe, il faut, avec la meilleure mauvaise foi du monde, expliquer au monde entier qu'on a déjà un produit génial alors qu'il est à peine en construction. Il faut vendre avant d'avoir construit, il faut avoir une foi chevillée au corps. En fait, ils n'ont pas la mauvaise foi, ils ont la bonne foi de celui qui croit dans sa propre histoire, qui est pourtant complètement en gestation. Le grand prêtre qui évangélise, en fait. C'est ça, ils se mentent à eux-mêmes, si tu veux. Voilà. Donc, c'est des disrupteurs, c'est des gens qui ne sont pas équilibrés. Donc le fondateur n'est pas équilibré, selon toi. Pas équilibré. C'est un parti pris assez clivant. C'est quelqu'un qui a une rage, qui a quelque chose à prouver, qui est très penché en avant. Voilà. Donc ça, c'est le premier stade. Le premier mindset. D'un fondateur qui marche, quoi. Voilà. Après, certains en restent là, et à ce moment-là, il faut qu'ils s'écartent. Parce qu'ils deviennent toxiques, comme on dit, comme diraient mes enfants. Mais parfois, ils ont le droit de grandir eux-mêmes avec leur entreprise. Ils peuvent changer. Ils grandissent avec leur entreprise. Et là, eux, ou s'ils ne grandissent pas, leurs successeurs, ce sont des managers. D'accord. Ce qui est juste l'inverse. Un manager, c'est quelqu'un qui aime ses équipes. Ou qui doit les aimer. Qui les aime. Qui veut qu'elles réussissent mieux que lui, qui va recruter plus fort que soi, qui veut les mettre dans la lumière. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas tout faire, qu'il n'est pas omnipuissant. Voilà. Et puis c'est un gestionnaire. D'accord. Manager, c'est un très joli mot. Je reviens toujours à ça. Vas-y. Tim. Ça vient du latin, en passant par l'anglais, et du vieux français, qui est ménager. Ménager sa monture. Excellent. Donc un manager, c'est quelqu'un qui soigne. Qui soigne sa monture. Il la met pas tout le temps au galop. Voilà. Il soigne ses équipes, il soigne ses clients, il soigne son écosystème, il soigne son entreprise, il crée un climat, il développe la culture. Donc la culture naît du fondateur, de cette espèce d'énergie fondatrice barbare, dirait François Pinault. Donc il y a une barbarie au départ. Et après, le soin qu'on y apporte façonne cette culture et la rend plus ronde, plus vivable, plus vivante, plus durable. Acceptable pour les nouveaux venus. Voilà. Ça, c'est le stade du manager. Passionnant. Et le troisième stade ? Le troisième stade, moi j'appelle ça le stade du capitaine d'industrie. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut des managers tout le temps et tout le temps et tout le temps. Mais l'entreprise devient tellement complexe qu'il faut penser son organisation, penser sa vision, penser sa stratégie, penser ses partenariats, penser son organisation. Et ça, c'est le stratège et c'est le capitaine. Et le capitaine doit avoir été manager, doit recruter des managers, mais parfois, il n'est pas forcément un très bon manager. Et ce n'est pas très grave. Il a la vision. Il a la vision, il a le détail. Il passe de la vision au détail. Ça peut être un ancien fondateur, si le fondateur a gravi tous les échelons psychologiques. Mais parfois, c'est une équipe qui a succédé. Mais c'est quelqu'un qui est fondamentalement dans le détail du produit. Sinon, il est dans la théorie. Donc le capitaine n'est pas dans les limbes, il fait l'ascenseur. Mais il n'est pas au milieu, c'est-à-dire dans l'exécution et dans la gestion des unités, des business units, on dirait. Voilà. Donc toute entreprise qui grandit, ce qui nous pose la question, Tim, de faut-il grandir, moi, je ne suis pas apôtre de la décroissance, parce que croissance, c'est un très joli mot, cher Tim. Croissance, d'abord, c'est grandir. Je pense qu'on a tous une aspiration à grandir. Et puis, dans croissance, sans jeu de mots, il y a croire et il y a sens. Voilà. Donc, je ne suis pas théoricien de la décroissance. Par contre, on est tous convaincus qu'il faut arrêter de faire de la croissance des volumes. Bien sûr. Il faut arrêter d'extraire, il faut arrêter de consommer. C'est absolument passionnant. Avant de te poser une dernière question, pour retracer, donc tu disais 3 types
de personnalité, 3 types de mindset par rapport au stade de développement de l'entreprise que tu peux nous redonner. Donc d'abord, c'est le fondateur. Voilà, le manager et le capitaine d'industrie. Le manager et le capitaine d'industrie. Ok. Ouais. Très intéressant. Merci beaucoup, Bertrand. Est-ce que tu aurais un point de vue à partager, un conseil à donner à ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, ou à des gens qui ont eu, par exemple, ou qui ont en ce moment un parcours académique à peu près similaire au tien? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Je sais pas. Parce que tous les conseils sont des conseils de vieux cons. Voilà. Et surtout ceux d'un père à ses enfants. Qui vont pas l'écouter forcément. Voilà. Ouais. Première réponse. Hein. Ça me va. La première réponse me va. Est-ce qu'il y aurait une deuxième réponse ou des choses qui te frappent et que tu aurais envie de partager pour clôturer cette discussion? Deuxième réponse, apprendre à se connaître. Oui. J'aime bien ton mindset, cher Tim. Donc, apprendre à développer son jeu de voile, à se dire qu'on peut diriger sa vie. C'est ça le mindset. Hein. C'est dire que tout n'est pas déterminé, que tout n'est pas aléatoire, que son champ de liberté n'est pas non plus si grand qu'on le pense. Il y a beaucoup de choses qui nous déterminent, mais qu'on a une marge de manœuvre. Hein. Au même titre qu'un voilier, il est dans une météo, mais il a une marge de manœuvre. Donc, définir son cap, c'est pas facile, et le cap a le droit de bouger. On a le droit de changer de cap en cours de vie, mais il faut aussi développer son mindset, c'est-à-dire son jeu de voile, pour infléchir sa trajectoire. On a le droit, chaque matin, il y a quelque chose de frappant dans le business, on n'arrête pas de faire des plans d'action et de définir où j'en suis, où je veux aller, quelles sont les étapes. On ne fait pas ça pour sa vie perso. On ne fait pas ça le matin de se dire où j'en suis, où je veux aller, comment je me dirige, quels sont mes voiles. Non. Eh bien, on devrait. Merci beaucoup, Bertrand. C'était super passionnant et c'était un grand plaisir de te recevoir sur Medial Mindset. Génial. Merci à toi, Tim. À très bientôt, Bertrand. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, merci de nous mettre 5 étoiles sur vos plateformes préférées. À très bientôt.